Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2969 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 18 juin avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, on peut voir Gabriel Martinelli, l'ailier gauche de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Mario Hermoso, joueur de l'Atlético, tiens il va quitter le club là, lors du Mercato, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Les deux Marseillais, Amin Harit 27 ans, Aubameyang 35 ans pour lui aujourd'hui. Ou par exemple tiens, l'ancien joueur de Strasbourg, Habib Diallo, l'attaquant sénégalais, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence tout d'abord avec ce match, l'équipe de France contre l'Autriche. Donc déjà l'équipe de France s'est imposée 1-0, donc voilà, score parfait bien sûr pour commencer cette compétition. Donc l'unique buteur du match, c'est même pas un joueur français, c'est un but contre son camp, c'est Weber qui a marqué un sublime but de la tête contre son camp. Dommage pour l'Autriche, hein, mais tant mieux bien sûr pour l'équipe de France et globalement. Donc l'équipe de France pour moi mérite totalement sa victoire, hein. L'équipe de France aurait pu plier le match bien plus tôt avec quand même des grosses occasions, hein. Je pense à celle de Kylian Mbappé et tout ça. De côté autrichien, ça a été une équipe quand même très rugueuse, hein, qui a fait quand même pas mal de fautes lors de cette rencontre. Donc voici les statistiques. Donc l'équipe de France est un peu moins de possession, 51 pour l'Autriche, 49 pour l'équipe de France, mais l'équipe de France a fait beaucoup de mal à l'équipe autrichienne, surtout en contre-attaque où il y avait vraiment des bons coups à jouer. L'équipe de France n'a géré aucun bon coup en contre-attaque. Pourtant il y avait pas mal de choses à faire, hein. Bon bref, l'équipe de France c'est le double de tirs, hein. 7 tirs pour l'Autriche, 14 pour l'équipe de France, mais les tirs cadrés 3 pour les deux équipes. Et du coup ça tourne en faveur des Bleus. À noter, on va juste regarder aussi cette stat. Normalement je regarde toujours les stats en haut là, voilà les tirs cadrés, mais on va regarder surtout par rapport aux fautes, hein. L'Autriche est quand même 18 fautes, les Bleus 10 fautes. C'est vrai que ça a été un match très haché, 28 fautes dans la rencontre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arrêts, hein, beaucoup de fautes, hein. Vous savez les joueurs qui ont été blessés hier, on va revenir sur tout ça. Donc voilà, ça fait les affaires on peut dire de l'équipe de France. Et du coup ce classement de ce groupe D, donc avant-hier les Pays-Bas, on se souvient, enfin c'est imposé 2-1 contre la Pologne. Donc voici pour l'instant ce classement, donc l'équipe de France Pays-Bas de première position. Donc prochain adversaire de l'équipe de France, la sélection néerlandaise, ça sera vendredi soir. Donc en cas de victoire, l'équipe de France sera officiellement qualifiée. En cas de match nul, tu aurais 4 points, hein, tu serais quasiment, on peut dire aussi qualifié même si tu perdais le dernier match, parce que tu finirais certainement meilleur troisième avec 4 points. Donc voilà, c'est-à-dire que la victoire a été très importante et la victoire est là. Et la France a remporté chacun de ses 6 derniers matchs d'ouverture en compétition majeure, Coupe du Monde plus Euro. C'est la meilleure série en cours pour une nation européenne. Donc voilà, sur les 6 derniers Coupe du Monde et Euro, à chaque fois l'équipe de France a gagné son premier match, hein. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal parce que tu commences très bien, on peut dire, dans la compétition. On va parler maintenant de Didier Deschamps parce qu'hier c'était un match spécial pour lui parce que déjà il est le coach et surtout c'était sa 100e victoire du côté des Bleus. Donc voilà, en 154 matchs, hein, c'est pas mal. Donc son bilan 100 victoires, 30 matchs nuls et 24 défaites. Donc oui, le bilan est bon avec une Coupe du Monde remportée, avec une Ligue des Nations remportée, avec une finale de l'Euro, bon malheureusement perdu, une finale également de Coupe du Monde malheureusement perdue, mais bon, atteindre la finale à chaque fois c'est quand même exceptionnel. Donc oui, c'est certainement peut-être le plus grand coach, hein, de l'histoire de l'équipe de France, hein, Didier Deschamps. On va parler maintenant des joueurs et on commence tout d'abord avec le meilleur joueur, hein. Quel match il a fait les gars, N'Golo Kanté. Donc déjà totalement mérité, hein. Je pense tous ceux qui ont regardé le match hier, il n'y avait pas de débat. Regardez, même sur un Twitter BFootball, il a mis son petit sondage à la fin du match entre des joueurs qui ont été bons comme Kanté, Hernandez, Rabiot. Bon, je n'aurais pas mis Griezmann, hein, que j'ai pas trouvé bon hier, bref, mais voilà, Kanté 91%. Donc bien évidemment Kanté a été exceptionnel hier. Donc il y avait beaucoup de personnes, hein, comme Jérôme Roten, tiens, il y a encore quelques jours je voyais une déclaration, il disait oui, Kanté, je sais pas pourquoi il a été repris, ouais, en Arabie Saoudite, ouais, il fait peut-être le taf, mais au niveau international, est-ce qu'il a encore le niveau? Il pensait pas, hein, Roten, puis là c'est le niveau international vu que c'était un match de l'équipe de France et il a totalement encore le niveau. N'Golo Kanté, c'est incroyable, hein, le match qu'il a fait, les ballons récupérés, tout ça, il a été partout. Regardez sa hitmap, hein. Plus c'est rouge, plus il était présent. Donc en gros, il était un peu partout. Il était en haut à droite, il était à gauche, il était partout, tout simplement. N'Golo Kanté, et 46 passes réussies, 5 duels gagnés, 3 tacles réussis sur 3 tentés, 3 dribbles, 2 passes clés, 2 interceptions et 0 fois dribblé. Il était partout pendant 90 minutes, totalement infatigable, c'est dingue. On a l'impression de retrouver le Kanté Prime, le Kanté de la Coupe du Monde 2018. Pourtant, il a pris de l'âge, hein. Et il y en a qui disent, ouais, il joue plus dans un championnat compétitif, le championnat saoudien, mais regardez, il peut encore facilement, avec une prestation comme ça, jouer facilement dans un gros championnat en Europe, hein. Et Kanté, les gars, donc a rayonné une note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Bon, je trouve qu'ils abusent un peu.
J'ai pas fait le débrief à la fin du match, parce que souvent quand je fais le débrief, je mets les notes, j'aurais mis au moins 8. Il méritait. 7, c'est bon match. 8, c'est très bon match. Je trouve qu'il a fait un très bon match, N'Golo Kanté, parce qu'il était très bon hier. Donc j'aurais mis 8, l'équipe lui a mis 7. Et rien qu'à la fin du match, où c'était une contre-attaque vers le joueur de l'Autriche. Bon, je sais pas c'est qui, mais 3 joueurs de l'équipe de France en train de suivre. Et c'est Kanté, les gars, qui arrivent à récupérer le ballon. Il était partout, tout simplement. Donc voilà, qui continue comme ça, parce qu'il est exceptionnel. Et la France n'a jamais perdu en compétition majeure avec N'Golo Kanté sur le terrain. C'est simple, 12 victoires, 4 nuls. 0 défaite quand il joue, quand il est sur le terrain. Donc voilà, l'équipe de France ne perd pas. Et à la fin du match, il était interviewé par TF1. Ça fait plaisir d'être de retour. Je suis content de retrouver l'équipe de France. Entendre les supporters crier mon nom, ça donne de la force. Merci à tous. On le remercie aussi du match qu'il a fait. Parce qu'heureusement qu'il était là. Parce que par exemple, son collègue au milieu de terrain, Rabiot, il a été plutôt bon, mais Griezmann, lui, a complètement déçu, je trouve. Donc lui, il a fait son match, bien sûr. Kanté et Rabiot, n'oubliez pas, donc il a joué à peu près 60 minutes, 70 à peu près. N'oubliez pas qu'il était blessé depuis pas mal de semaines. Là, c'était Fofana qui devait commencer titulaire. Rabiot a commencé titulaire et je pense que Deschamps a pris la bonne décision parce qu'il a fait une très belle partie. Adrien Rabiot. On va parler aussi d'autres joueurs qui ont été plutôt bons. Enfin, c'est moi personnellement, je trouve. Mike Maignan, les gars. Mike Maignan, clean sheet. Et juste avant le but de l'équipe de France, il fait un énorme arrêt. Donc l'arrêt de Mike Maignan juste avant le but de la France où c'est un face-à-face. Il n'y a pas du tout, je crois pas qu'il y a hors-jeu, non, pas du tout. Et il la sort. Il la sort parce que là ça aurait pu faire but, puis le match aurait pu être totalement différent. L'Autriche aurait pu mener à 0, puis après pour revenir dans ce genre de match, ça aurait été très compliqué. Là il fait un arrêt et 2 ou 3 minutes après l'équipe de France marque le premier but. Puis même, le soldat Mike Maignan, quand il fallait sortir, il y va. Il y va les gars, il n'a pas peur bien sûr de prendre des coups. Donc là il a failli se prendre le coup de crampon quand même dans le visage. Heureusement ça a passé juste à côté parce que c'est vrai que les joueurs autrichiens hier ont fait quand même pas mal de mauvais coups, on peut dire. Donc vraiment félicitations à Mike Maignan. Et c'est vrai que ce maillot de l'équipe de France et cette tenue là, vraiment magnifique. Donc très très bon gardien. On va parler aussi d'un joueur, les gars, pourtant souvent je le critique entre guillemets, mais je trouve comme qu'il est très limité pour les Bleus. C'est Jules Koundé hier, je trouve qu'il a fait un match très correct. Ça n'a toujours pas été le cas, mais Jules Koundé nous a sorti un vrai match sur le plan défensif. Bon, c'est vrai qu'il n'apporte pas autant par exemple que Théo Hernandez, mais lui ce qu'on lui demande c'est les défenseurs droits. Donc défenseur droit, il y a défense. Et ce qu'il a fait hier, je trouve qu'il a très bien fait. Il a été très... il a perdu très peu de ballons, je crois. Il a fait peut-être des choses simples, mais voilà, c'est ce qu'on veut. Puis voilà, j'ai trouvé très bon, on va dire. Je l'aurais noté, j'aurais mis une note de 7 sur 10, par exemple. Si j'aurais noté. On va parler de joueurs qui ont déçu. Donc il y a ces deux-là, les gars. Ces deux-là, dans le journal de l'équipe aujourd'hui, ont obtenu les notes les moins hautes. Une note de 4 sur 10. 4 sur 10, c'est un match insuffisant. Donc 5 moyen et 6 suffisant. Eux, ça a été insuffisant. On parle d'Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Donc Dembélé, il a provoqué 1 ou 2 fois, mais sinon, la plupart du temps, il a perdu le ballon, c'est vrai. Même les passes, des passes, les gars, de Dembélé, des passes trop fortes, pas assez appuyées, tout ça. Ça a été un match très brouillon, on va dire. De Dembélé, Marcus Thuram, les gars, Marcus Thuram, c'est un gros point d'interrogation. Je me demande, les gars, comment ce joueur peut être titulaire en équipe de France. Ok, il est pris avec les Bleus, mais il a rien à faire dans le 11 de départ. Je pense qu'il y a du piston, parce que son père c'est Lilian Thuram, et Lilian Thuram c'est un ex-coéquipier de Deschamps, j'en sais rien, mais c'est pas possible les gars, je préfère 100 fois Giroud, je préfère, j'en sais rien, peut-être pas Kolo Muani, parce que lui aussi il déçoit, mais Marcus Thuram les gars c'est très limité. Ok, à l'Inter ça se passe plutôt bien avec Lautaro Martinez, mais encore le match qu'il a fait hier les gars, Thuram pour moi, c'est ce que j'ai vu, les gars. Je trouve quand même que c'est très très limité pour jouer en équipe de France. Bref, on va parler du premier but du match, le seul but même du match. C'est quand même Mbappé qui est à l'origine parce que c'est Mbappé qui provoque un petit peu. Il centre, puis là il y a le but contre son camp de Weber. Bon, il a marqué ça, un sublime but. Et voilà, et c'est vrai que c'est l'équipe de France. On parle souvent de la chatte à Dédé. Et puis c'est vrai, la France est la nation ayant bénéficié de plus de buts contre son camp de l'histoire de l'Euro. C'est déjà le 4e but contre son camp en faveur de l'équipe de France. Et c'est la sélection qui a eu le plus de buts contre son camp, les Bleus. Donc on peut parler, c'est bien sûr, de cette chatte de Dédé. On va parler de l'équipe de France qui aurait pu plier le match bien avant, les gars. 54e minute de jeu, il y a 1-0 pour la France. Donc là, normalement, Mbappé, ça doit finir au fond des filets. Ça doit au moins être cadré. Là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Il a tiré à côté. Encore le ballon qui sort du cadre. Pourtant, j'ai l'impression que le gardien, les gars, il a laissé totalement. Regardez, quand même, l'espace pour la mettre. Un joueur du calibre de Mbappé, les gars, ça doit finir au fond. Ou là, par exemple, sur cette image, où il tire, bien sûr, il prend la bonne décision, mais il peut potentiellement aussi reprendre encore, accélérer, puis s'écarter du gardien. Puis après, il a le boulevard, bien sûr, pour marquer le but. Bon, il a tiré, c'est pas non plus
mal ce qu'il a fait, mais il doit cadrer. Les gars, un joueur comme Kylian Mbappé doit cadrer. Et là, ça doit faire bien sûr 2-0. Et Kylian Mbappé, tiens, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, parce qu'on va maintenant parler bien sûr de Kylian hein, dans la douleur. Et voilà, on va parler de ce qu'il a eu. Hein. Donc tout d'abord, au terme d'un match rugueux, hein, les Bleus ont réussi à leur entrée dans le tournoi. Mais Mbappé, sorti à cause d'une fracture du nez, est incertain pour la rencontre contre les Pays-Bas vendredi. Donc déjà, on va revenir sur cette blessure de Kylian Mbappé. Donc c'est un duel avec Kevin Danso, le défenseur autrichien, le défenseur lensois. Ou Kevin Danso, bon, je ne crois pas qu'il fait exprès, hein. Il peut rien, c'est Mbappé. En plus, Mbappé, pour un coup, il met de la tête. Mbappé qui est très rarement, enfin, il prend les ballons très rarement de la tête. Là, je pense qu'il va, le futur, il va plus toucher un ballon de la tête, hein, parce que pour un coup qu'il prend le ballon de la tête, les gars, il se fait casser le nez. Donc voilà, hein, c'est vrai que les images sont terribles. Hein, on a pu le voir, les gars, que ça, enfin, le sang, il coulait du nez, tout ça. Donc on s'en doutait. Hein, moi, dès que j'ai vu, voilà, son nez déjà qui avait enflé. Voilà, je sais que c'est directement qu'il y a le nez qui est cassé et c'est bien ça, c'est bien officiel, un nez cassé pour Kylian Mbappé. Donc bien évidemment, c'est une catastrophe, on va pas se mentir les gars, c'est le premier match de l'Euro, c'est ton capitaine, ton meilleur joueur et il se casse le nez. Donc oui, c'est une catastrophe. Hein. Donc Mbappé ne sera pas opéré, mais ne sera pas de retour avant la fin des phases de groupe non plus. Donc là, contre les Pays-Bas et contre l'Autriche, forfait. Enfin, contre la Pologne, désolé, forfait Kylian Mbappé. Hein. Là, il va pas jouer les gars, comment dire, vendredi contre les Pays-Bas. Avec un nez cassé, ça se rétablit pas. Surtout s'il se fait pas opérer. Même s'il se faisait opérer, les gars, il aurait même pas pu jouer. Non, c'est pas possible. En plus, quand t'as le nez un peu cassé, les gars, tu le sens, bien sûr, tu le sens, mais voilà, tu peux pas jouer. En gros, il faudrait un truc, un masque, hein, bien sûr, pour le maintenir. Donc après, il pourra peut-être revenir potentiellement pour les huitièmes, mais avec un masque. Hein, il reviendra de toute façon avec un masque, hein, Kylian Mbappé. Mais là, forfait, bien sûr, pour les 2 prochains matchs. Hein, c'est bien sûr une catastrophe. On est d'accord. Hein, on parle quand même du meilleur joueur de l'équipe de France. Donc Mbappé, bon, il a un petit peu ironisé par rapport à ça. Des idées de masque, hein, il a pu mettre sur son compte Twitter. Hein, donc masque peut-être Tortue Ninja, parce qu'il y en a qui disent un petit peu que c'est Tortue Ninja, mais voilà, Mbappé reviendra. Certainement, parce que là, en plus, l'équipe de France, comme je dis, avec cette victoire hier, donc voilà, tu es quasiment déjà qualifié, comme je t'ai dit, avec une place en meilleur troisième. Donc voilà, si tu perds pas, donc ça pourrait le faire. Donc c'est pour ça que ça peut-être rien de le faire jouer ces 2 prochains matchs, mais qu'il soit dispo, bien sûr, pour le 8e de finale. Hein. Et Koundé, les gars, tiens, qui s'exprime sur Kylian Mbappé. Donc c'est un joueur très important, c'est notre capitaine. C'est sûr que c'est sans un joueur comme Kylian, ça changerait beaucoup de choses, c'est vrai. Donc moi, je croise les doigts pour que ça retourne, enfin de retour pour les 8e, si bien sûr il y a 8e de finale. Enfin, on espère, hein, bien sûr, après une victoire, enfin en un match. Hein. Donc voilà, une grosse force bien sûr à Kylian Mbappé. Ça a été la même chose hein, pour Griezmann. J'ai dit, le match a été très rugueux et Griezmann, les gars, poussé contre le panneau publicitaire. C'était juste après la reprise de la mi-temps. Regardez, hein, la gros coup d'épaule volontaire. Hein, Griezmann, les gars, il a tapé la tête sur le panneau publicitaire. En sang également, ils ont mis un strap au milieu de la tête, donc il n'a pas gardé, il a balancé ça après. Mais voilà, hein, voilà pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de mauvais coups hein, quand même de la part des joueurs autrichiens. Et en parlant de Griezmann, là, c'était quand même son 130e match hein, du côté de l'équipe de France. Bon, je trouve pas qu'il a été super bon. Hein, on a beaucoup plus vu Kanté ou même Rabiot. Lui, des mauvais choix, hein, beaucoup de mauvais choix de Griezmann. Des fois, il doit faire la passe, il va tout seul. Des fois où il peut y aller tout seul, il fait la passe tout seul. En plus, pas super bonne passe. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. En gros, Griezmann. Et en parlant tiens, de Griezmann, donc 130 matchs. Hein, Mbappé hier c'était son 80e match hein, quand même du côté des Bleus à 25 ans, c'est quand même exceptionnel bien sûr pour Kylian. Hein. Et Kylian, tiens on revient sur lui mais rien à voir avec son nez tout ça. Hein. Donc il est devenu hier soir le premier joueur de champ à être capitaine dans un tournoi majeur avec les Bleus depuis Patrice Evra lors de la Coupe du Monde 2010. Hein. Parce que depuis 14 ans, lors des Euros ou lors des Coupes du Monde, c'était à chaque fois le gardien. Il y a eu Golioris dans le passé, tout ça, qui était le capitaine. Donc là, c'est un joueur de champ. Donc un joueur de champ, vous m'avez compris. Hein. Donc c'était plus arrivé depuis 2010. Hein. Donc voilà, petite info aussi concernant Kylian. Hein. Et il avait des supporters et peut-être un fan groupe, on peut dire, du côté de l'Écosse. Hein. Kylian Mbappé. Donc voilà, parce qu'on peut voir le drapeau écossais. Hein. Voilà, peut-être c'est des grands, des supporters écossais, mais grands fans de Kylian Mbappé qui étaient présents hier. Dans les tribunes, il y avait du beau monde aussi. Regardez, on peut voir Philippe Lam, on peut voir aussi Xabi Alonso qui était présent hier pour suivre bien sûr ce Autriche-France. Hein. On va parler de Giroud qui est rentré en fin de match, hein, 37 ans, 261 jours, est devenu hier soir le joueur le plus âgé, a évolué avec les Bleus dans un tournoi majeur hein, devant Steve Mandanda, 37 ans et 247 jours. Donc voilà, on parle à peu près de 14 jours de plus, mais voilà, c'est Giroud maintenant, le recordman, hein, du joueur le plus vieux à être rentré ou joué à un match hein, simplement de Coupe du Monde ou lors d'un Euro. On va parler de Marcus Thuram, hein, donc j'ai dit un match très con, enfin je n'ai pas trouvé super bon, mais à la fin du match il a échangé son maillot avec Marco Arnautovic, l'attaquant de l'Autriche et surtout coéquipier, les deux hein, du côté de l'Inter Milan. Les arbitres peuvent aussi avoir des fans, hein. Donc Gil Manzano qui a plutôt, je trouve, bien arbitré le match.
Voilà, donc je trouve qu'il a bien géré le match. Donc nos référés, donc c'est-à-dire pas d'arbitre, pas de partie, pas de match. Donc il y a même des fans, des arbitres maintenant, dans les tribunes. Et pour finir, tiens, avec cette rencontre, dernière info. Donc l'Autriche, quand même, une petite info, a réalisé quand même plus de tacles en une mi-temps. La première mi-temps, face à la France que n'importe quelle autre équipe à l'Euro. Mais là, sur toutes les équipes, sur l'ensemble des matchs, sur les 90 minutes de jeu, l'Autriche, en seulement 45 minutes de jeu, ils ont déjà réalisé plus de tacles, pour vous dire voilà, que c'est une équipe vraiment qui est rentrée dans l'équipe de France hier. Bon, tant mieux pour les Bleus, ils s'en sortent plutôt bien. Mais voilà, on peut voir qu'il y a eu de la casse, bien sûr. C'est avec surtout Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce France-Autriche. On continue, on va parler de la première grosse surprise, parce que jusqu'avant, il n'y avait pas trop de surprises. Peut-être le Danemark avait été accroché un partout par la Slovénie. Mais là, c'est quand même une énorme surprise. On parle des Belges qui ont perdu eux contre la Slovaquie. Donc une défaite 1-0. Donc bon, c'est pas non plus catastrophique pour la Belgique, parce qu'il reste encore 2 matchs. En plus, les meilleurs troisièmes, c'est à 2 victoires dans les 2 derniers matchs. Ils seront qualifiés, mais bon, voilà, c'est toujours mieux de commencer avec une victoire qu'une défaite. Donc voilà, Lukaku pourtant a marqué 2 buts refusés pour hors-jeu et l'autre pour une main. Donc la Belgique a pourtant eu des occasions. Je regarde un peu le match, les gars. Donc 15 tirs, 5 tirs cadrés, mais 0 but. Donc la Slovaquie plus efficace, moins de tirs cadrés, mais eux ils ont marqué un but, et ce qui fait la différence. Au tableau d'affichage, donc la Belgique impuissante, c'est fou parce qu'il y a eu des occasions. C'est vrai que la Belgique, les gars, dernière défaite, il fallait remonter au 27 novembre 2022, c'était contre le Maroc, c'était en Coupe du Monde où le Maroc s'est imposé 2-0 contre les Belges. Donc, il y a 2 ans, donc depuis ils n'avaient pas perdu le moindre match, les Belges, puis là, défaite. En plus c'est des défaites, défaites quand même. Coupe du Monde contre le Maroc, là, lors de l'Euro, contre la Slovaquie. Bon, par exemple, tu perds un match amical, c'est pas bien grave, mais là, c'est des matchs qu'il faut pas perdre en gros. Pour les Belges, hier, ils ont perdu, en plus, contre une équipe classée quand même 48e au classement FIFA. Donc, Belgique sur le podium, à 3e, derrière l'Argentine 1er et la France 2e. Donc, c'est pour ça que la Belge, c'est une énorme surprise, bien sûr, de voir les Belges s'incliner. Pourtant, Lukaku, les gars, a eu pas mal de situations pour marquer. Donc, déjà, bon, là, il marque un but hors-jeu, dommage. Là, un deuxième but, là, il est pas hors-jeu, mais c'est en gros Openda qui touche le ballon de la main. Et oui, il touche bien le ballon de la main. Les ballons de l'Euro sont connectés et permettent, grâce à une vingtaine de capteurs, parce que je l'avais parlé il y a quelques mois quand j'ai dit, on parle de cet Euro, j'ai dit que dans tous les ballons de l'Euro, il y a des capteurs au milieu pour tout capter. En gros, voilà, ça donne des données en plus pour les arbitres. Et en gros, il y a même un capteur pour savoir si le joueur touche le ballon de la main. Et en fait, vous regardez le petit, vous savez, le petit rectangle là, puis ça fait une petite montagne russe. Et ça veut dire en gros que le ballon a été touché par la main. Donc, ce qui veut dire tout simplement que qu'en gros qu'il y avait main juste avant le but de Lukaku. Donc c'est dommage, parce que voilà, ça se joue à quelques détails, mais ça fait que la Belgique n'a pas réussi à marquer de nouveau sur ce but-là. Donc là, les 2 buts pas validés, et surtout les des grosses occasions. Là, c'est quand même 3 énormes occasions. Il n'a pas réussi à la mettre au fond. Donc un match oublié. Bien sûr, pour Lukaku, une note seulement de 4. Avec toutes les occasions, il a pu finir avec un doublé triplé, finir avec 0 but et surtout défaite de son équipe. Doku, les gars, fautif. Doku, pas du tout un bon match, une note de 3. 3, c'est mauvais match. Et Doku, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qu'il faut peut-être faire rentrer en cours de jeu. À City, il est vraiment très bon quand il rentre en cours de jeu. À la 70e, 60e, là, quand les joueurs sont déjà fatigués, là, tu vois vraiment qu'il fait la différence. Mais par exemple, hier, titulaire, je sais pas si c'est bonne chose de le mettre titulaire. Doku, c'est qu'il a été décevant hier. Kevin De Bruyne, donc déçu, donc il a reconforté ses enfants, bien sûr, après cette défaite de la Belgique. Mais bon, il y avait des supporters belges, bien sûr, qui étaient présents avec ce look, avec les cheveux en forme, on peut dire, de frites. Et l'homme du match, parce qu'on va parler quand même de la Slovaquie, énorme exploit pour eux de s'imposer 1-0 contre l'équipe belge. Et le meilleur joueur du match, c'est Lobotka, les gars, qui est élu homme du match de cette rencontre face à la Belgique. Donc félicitations à lui. On va parler de l'autre match, entre la Roumanie et l'Ukraine. Donc Roumanie 3-0. Bon, je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé le match. J'ai regardé juste le résumé. Le résumé en 4-5 minutes, vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc voilà, 3-0 pour la Roumanie. Pourtant, l'Ukraine, les gars, c'était l'équipe favorite. Donc la Roumanie, les ggars, parfait. On peut voir les 3 buteurs côté Roumanie. Donc les statistiques, donc moins de tirs côté roumain que ukrainien. Mais l'Ukraine, c'est 14 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Et bien sûr, ça a été compliqué pour eux. Donc la Roumanie déroule. La Roumanie avec une victoire 3-0. Très bien partie quand même pour se qualifier. Parce que voilà, même s'ils perdent les 2 derniers matchs avec le goal average de 3 buts marqués, il y a moyen au moins qu'ils finissent meilleur 3e. Donc le meilleur joueur du match, c'est Nicolae Stanciu, nommé homme du match. Donc lui, il a marqué le premier but du match qui est tout simplement sublime. Et concernant ce joueur, les gars, il joue en Arabie Saoudite comme N'Golo Kanté. Donc nommé homme du match ce lundi. Donc Stanciu et N'Golo Kanté prouvent qu'il est encore possible de rester au niveau international tout en évoluant en Arabie Saoudite. La preuve, voilà.
les deux évoluent dans la première division saoudienne. Lui Al Ittihad, lui à Damak Club, hein, et les deux ont été élus hommes du match de ces deux rencontres. Et donc il a été élu homme du match parce que déjà il a été bon dans le jeu et surtout il a marqué un magnifique but, les gars, une frappe puissante qui a été flashée à plus de 116 km à l'heure. Donc sublime but. On peut voir son coéquipier, les gars, avec les cheveux bleus, la Radju, les gars. Il était choqué bien sûr du but de son collègue. On va parler de Dragusin, les gars, défenseur du côté de la Roumanie. Énorme match, 2 duels aériens gagnés sur 2, 1 duel au sol gagné sur 1 tenté. Donc 10 dégagements, 3 récupérations de balles et 2 blocs défensifs. Super performance du défenseur de Tottenham lors de cette rencontre. On va parler aussi de ce joueur, les gars. Donc il évolue avec Parme en série B. Donc il s'agit de Denis Man, donc il a 25 ans, double passeur D, il a fait 2 passes D lors du match contre l'Ukraine, auteur de 11 buts et 6 passes D en série B avec Parme. Cette saison, il est à surveiller de près l'ailier roumain, qui pourrait peut-être viser un autre club, on ne sait pas, mais voilà, il a fait une magnifique saison, une magnifique saison bien sûr avec Parme, mais surtout aussi un magnifique match hier avec 2 passes décisives. Et la Roumanie, elle n'avait pas gagné le moindre match durant un Euro depuis 24 ans, c'était une éternité, elle n'a pas gagné le match, donc c'est la première fois de l'histoire de la sélection que la Roumanie remporte son match d'ouverture lors d'un Euro également, donc là on peut dire qu'ils entrevoient pourquoi pas une place en 8e de finale, on verra. Au prochain match pour eux, les gars, ce sera un gros match, ce sera contre la Belgique, il faudra essayer un nul, les gars, ce sera un très bon résultat pour la Roumanie. Et à la fin du match, comme j'ai dit, ça faisait 24 ans qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match à l'Euro. Ils ont fêté ça bien sûr avec leurs nombreux supporters qui étaient présents dans les tribunes. Et côté ukrainien, donc déjà les joueurs sont arrivés avec le drapeau de l'Ukraine par rapport, vous savez ce qui se passe du côté de l'Ukraine avec la Russie, tout ça. Et on va parler surtout du joueur ukrainien le plus connu, ça reste comme Lunin, le gardien du... bon, il y a Lunin, il y a Mudryk, tout ça, mais bon, Lunin est très connu, surtout au vu de la saison qu'il vient de faire. Et c'est vrai qu'il a fait un match très compliqué, le portier du Real Madrid, Lunin, fautif sur les 2 buts de la Roumanie aujourd'hui. Donc une relance hasardeuse sur le premier but, une intervention très moyenne sur le deuxième but. C'est vrai qu'il a fait, on l'a connu beaucoup mieux du côté du Real Madrid. Donc bon, après c'est vrai que son équipe, l'Ukraine, c'est pas le Real Madrid, il n'a pas les mêmes joueurs en face de lui, mais là personnellement, lui, on lui demande de ne pas prendre de but. Hier, il en a pris 3 et surtout, il était fautif comme sur 2 des 3 buts pris de son équipe. Du coup, le classement de ce groupe E, donc la Roumanie en tête avec la Slovaquie, donc la Roumanie devant. C'est comme la surprise parce qu'on pensait plus à la Belgique, à l'Ukraine en première position. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fini. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est ce classement-là. Donc, prochain match, Belgique-Roumanie, où la Belgique n'aura pas le choix. Même un nul, les gars, c'est pas mon résultat. Il faudra absolument s'imposer. Pour les Belges, il y aura un Slovaquie-Ukraine. Donc voilà, la Slovaquie en cas de victoire contre l'Ukraine serait, on peut dire officiellement, qualifiée pour les 8e de finale. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les 3 rencontres d'hier. On bascule aujourd'hui maintenant au programme 2 matchs. C'est le dernier groupe. Donc voilà, seulement 2 rencontres. Bon, c'est déjà pas mal. Donc la Turquie contre la Géorgie. N'oubliez pas que la Géorgie, c'est la première fois qu'ils vont disputer l'Euro. Jamais ils ont joué l'Euro ou même une Coupe du Monde. Donc premier match historique pour eux. Contre les Turcs, d'Arda Güler. Le match sera diffusé sur Bein Sport 1. Ce sera 18h et ce soir le gros match, le Portugal contre la République tchèque à 21h. Le match sera diffusé sur Bein Sport mais aussi sur TF1. Donc et dès demain les gars, on repasse sur mercredi, on repasse avec le deuxième match, par exemple l'Allemagne qui joue demain. Je crois que ça sera contre la Hongrie. Donc pour parler des matchs de ce soir, on va parler du Portugal et d'un certain Cristiano Ronaldo. Parce que c'est certainement son dernier Euro à CR7. On ne pense pas qu'en 2028, il sera encore présent. Il a quand même 39 ans, c'est-à-dire qu'il aura 43 ans pour du prochain Euro. Peut-être la Coupe du Monde, ça sera jouable, mais le prochain Euro, ça semble compliqué. Bref, donc son premier championnat d'Europe remonte à 2004. Il avait ébloui le monde avec son talent du haut de ses 19 ans. Champion en 2016, il vise à réitérer l'exploit cette année, 20 ans après sa dernière apparition, parce qu'il avait joué son premier Euro en 2004 avec le Portugal c'était contre la Grèce, parce qu'il avait atteint la finale quand même. Bon, il avait perdu, mais depuis, bien sûr, il aura... ce soir, s'il joue, il aura joué son 6e Euro comme Cristiano Ronaldo. C'est fou, donc voilà, il est prêt bien sûr, Ronaldo. Et ce match ce soir, on peut voir se jouer dans le stade du RB Leipzig. Et toujours avec Cristiano Ronaldo ce jour-là, donc également en 2006, Ronaldo, 21 ans, marqué son premier but en Coupe du Monde, c'était contre l'Iran. Donc voilà, légende bien sûr du football. Et toujours avec CR7, mais il souhaite aussi un joyeux anniversaire à son fils, Cristiano Junior, qui fête ses 14 ans. Je n'arrive pas à croire que tu as déjà 14 ans, le temps passe vite. Un joyeux anniversaire, mon partenaire, papa t'aime beaucoup. Voilà la dernière publication Instagram qu'il a pu mettre, CR7. Maintenant, il est focus bien sûr à 100% sur ce match de ce soir. Et son fils, qui a 14 ans, Cristiano Ronaldo Junior, qui fera peut-être une carrière de sportif. Pas de footballeur, et bien si on le compare avec Lamine Yamal, donc Lamine Yamal a seulement 2 ans de plus que le fils de Ronaldo, et Lamine Yamal a seulement 4 ans de plus que Thiago Messi, donc 2 fils, bien sûr, le fils de Messi et le fils de Ronaldo, qu'on pourra peut-être voir dans la génération, enfin dire, avec l'ère Lamine Yamal. On continue avec les autres infos Euro, et on va parler de Ryan
Porteus, ça, vous savez, ce défenseur comment dire, écossais qui avait fait une énorme faute sur Gundogan, il a pris un rouge, hein, et ben il est suspendu 2 matchs suite à son tacle non maîtrisé sur Gundogan vendredi en match d'ouverture de l'Euro. Donc 2 matchs, c'est-à-dire les 2 derniers matchs. Donc c'est-à-dire si l'Écosse ne se qualifie pas pour les 8e, c'est fini. Voilà, c'est fini pour lui. Donc voilà, concernant, c'est bien voilà, qu'il prenne 2 matchs parce qu'il a fait un terrible tacle, il aurait pu casser la jambe et le tibia de Gundogan. On va parler de Jude Bellingham avant-hier, buteur, hein, l'unique buteur du match contre la Serbie. Et Bellingham, les gars, avec son but, hein, il rentre dans le top 3 et même 3e des plus jeunes joueurs buteurs lors d'un Euro du côté de l'Angleterre. Hein, à 20 ans et 352 jours, c'est que là, tiens, il va fêter dans quelques jours, c'est 21 ans Bellingham. Donc il y a seulement Owen à 20 ans et 189 jours. Et Wayne Rooney, lui, qui avait marqué le premier but. Enfin, du côté de l'Angleterre, à 18 ans et 237 jours, qui font mieux que Jude Bellingham. Et pour José Mourinho, donc il a dit le meilleur joueur du monde, hein, c'est tout simplement Jude Bellingham actuellement. Et toujours, tiens, sur l'Angleterre, hein, l'Angleterre contre la Serbie, c'était avant-hier. Et un supporter anglais, hein, c'est fou les gars, s'est réveillé à 4h du matin dans le stade vide au lendemain de Serbie-Angleterre. Voilà, hein, c'est fou les gars, il s'est filmé, il était, je sais pas, il a dû dormir dans les travées, hein, donc personne ne l'a vu. Hein, bon, je pense qu'il avait bien sûr, hein, vous comprenez, il a dû boire beaucoup de ça, enfin voilà, beaucoup de bière, hein, avec, regardez, c'est les verres officiels bien sûr pour comment dire, l'Euro avec tous les stades, hein, donc voilà, pour venir à lui, donc voilà. Il s'est réveillé à 4h du matin dans le stade vide, hein. Ce supporter anglais. Bref, voilà ce qu'on va dire sur l'Euro. On bascule maintenant un petit peu avec l'équipe de France Espoir. N'oubliez pas qu'il y a les Jeux Olympiques. Et tout d'abord, Thierry Henry, avant le début de la conférence de presse qui avait lieu hier, il a dit, hein, je sais certainement où l'on va aller, hein, juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit sur le sujet que vous connaissez bien. Si on rentre dans la politique, je partage ce qui a été dit par les joueurs et les sélectionneurs. Je peux citer Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Kylian, le coach. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est voter. Donc allez voter. Personnellement, je suis contre tout ce qui divise. Voilà, déjà ce qu'il a dit. Avant la première question, il a déjà posé les bases, hein. Voilà, par rapport à ça, Thierry Henry, parce qu'il savait qu'il allait être questionné par rapport à ce qui se passe, hein, vous savez, en France, et les élections. Hein. Il a parlé aussi de l'absence de Mbappé aux Jeux Olympiques. Il a dit, je savais que les joueurs du Real Madrid n'allaient pas venir. Hein. On a essayé, on ne sait jamais, mais c'était un non sec. Hein. Il a demandé à Pérez, hein, il a envoyé un message, il a appelé. Non, directement non, donc voilà, c'est pas possible. Hein. Il parle aussi d'Alexandre Lacazette, hein, qui va jouer les Jeux Olympiques. Hein. Donc il y a toujours eu une histoire assez bizarre entre lui et l'équipe de France A. C'est vrai, hein, mais ça ne me regarde pas. Je l'ai vu bien. Il est content d'aller à ces Jeux Olympiques, hein, pour aller chercher la médaille d'or, hein, parce qu'il est bien présent. N'oubliez pas qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui seront présents avec l'équipe de France et même les autres sélections. Il est parmi ces 3 joueurs-là. Alexandre Lacazette. Hein. Et Thierry Henry aussi met en avant le fait que Michael Olise voulait absolument jouer pour l'équipe de France, hein, malgré ses nombreuses possibilités du fait de ses origines. Hein, lui aussi, hein, sélectionné avec l'équipe de France Espoir. Donc il a dit, on sait qu'il a pas mal de possibilités de sélection, l'Angleterre, l'Algérie, la France et le Nigeria. Et du coup, il a préféré vraiment la France. Hein. Michael Olise qui a fait une saison incroyable à Crystal Palace. Hein. Donc il a dit, il a montré qu'il avait envie de jouer avec l'équipe de France. Il faut le souligner, il aurait pu faire un autre choix, peut-être faire l'Euro avec l'équipe d'Angleterre. Hein, mais il veut jouer pour la France. Il nous a choisi tout en sachant qu'il n'irait pas à l'Euro. Ce qu'il fait dans le championnat anglais à l'heure actuelle, s'il ne s'était pas blessé, il aurait pu aller chercher les 15 buts et 15 passes D. C'est une longue blessure, hein, qu'il a fait louper pas mal de matchs, mais sinon, outre sa blessure, les gars, il a vraiment des très belles stats, hein, pour un joueur qui a été blessé. Donc il a cette qualité, c'est un joueur d'une qualité énorme, hein, et tant mieux qu'on ait un joueur comme ça en France. Hein. Très beau message de Thierry Henry, hein, sur Michael Olise, qu'on verra certainement très prochainement, bien sûr, en équipe de France A. Et toujours avec Henry, donc il a appelé Loïc Badet, les gars, appelé par Thierry Henry, c'est le défenseur du FC Séville, ancien défenseur de Rennes. Pourquoi? Parce qu'en gros, Maxime Estève, qui avait été appelé l'ancien Montpellierin, maintenant qui joue du côté de Burnley, et en gros, Burnley a refusé de lâcher ce joueur, du coup, il fallait le remplaçant, donc du coup, c'est Loïc Badet, les gars, qui a été appelé du côté de l'équipe de France, défenseur central, très bon joueur, hein, Loïc Badet, donc voilà, tant mieux pour lui. Tiens, on va parler d'un coéquipier de Loïc Badet, en défense centrale à Séville. Il y avait lui et Sergio Ramos. C'est une grosse info concernant Ramos, les gars, et quitte le FC Séville, hein, le défenseur central espagnol de 38 ans. Ramos quitte, annoncé officiellement hier lundi qu'il quittait le FC Séville. Il a mis un petit message, donc il aura resté un an. Il avait quitté en 2023 le PSG libre, hein. Le PSG n'a pas voulu le prolonger, lui voulait rester à Paris, donc du coup il était chercher un club, il était reparti à Séville, hein. Et voilà, il reste un an à Séville, puis maintenant il prend pas sa retraite. Voilà, juste il quitte Séville, donc je sais pas où il va aller. Je vois bien aller du côté des États-Unis. J'ai pu entendre peut-être l'Inter Miami, hein, qui sera intéressé par Sergio Ramos, hein, qui a 38 ans actuellement. On va parler d'un joueur du Real, un collègue à l'époque, hein, de Sergio Ramos, c'est Dani Carvajal, et lui il est en fin de contrat dans un an, 30 juin 2025, et encore une saison exceptionnelle. Carvajal, ses 2 derniers matchs officiels, buteur avec l'Euro et buteur en finale de Ligue des Champions avec le Real. Bref, le Real Madrid va entamer les négociations avec Dani Carvajal, hein, pour une prolongation.
de contrat. Le transfert de Vitinha au Genoa va rapporter 20 millions d'euros plus des bonus à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen possède une option de rachat qui s'élève à 42 millions d'euros. Donc là, Marseille va vendre définitivement Vitinha au Genoa, mais Marseille peut potentiellement, par exemple à l'été 2025, ils veulent absolument le faire revenir, ils devront débourser 42 millions d'euros. Jamais ils feront. Déjà, ils ont déjà perdu de l'argent, ils l'ont acheté 30 millions d'euros, ils vont le vendre 20. Ils ont déjà perdu de l'argent, mais s'ils veulent le racheter, ce sera 42 millions d'euros pour Vitinha. On va parler de Oussem Aouar. Le GC Nice aimera tirer Oussem Aouar cet été. Donc l'ancien Lyonnais serait pour un retour en Ligue 1. Je ne sais pas trop s'il a joué beaucoup ou non du côté de l'AS Roma. Mais voilà, Nice sera intéressé par Oussem Aouar. À faire, on va dire, à suivre. Le dossier Georges Mikotadze à Monaco n'avance pas malgré des discussions constantes entre le club et le joueur de l'AS Monaco. Donc face à la complexité du dossier, le club de Monaco explore maintenant la piste menant Arnaud Kalimundo, l'attaquant rennais, parce que là Mikotadze pour l'instant c'est le choix numéro 1 pour remplacer Ben Yedder qui quitte Monaco. Ce serait Mikotadze, mais ça avance pas trop, donc ça avance pas. Le plan B serait Arnaud Kalimundo qui devrait lui quitter l'équipe de Rennes. Concernant Félix, Mourinho veut signer Félix, l'entraîneur de Fenerbahçe en ferait sa priorité, parce que pas sûr qu'il reste du côté du Barça, parce qu'il est prêté par l'Atlético, donc voilà, Mourinho aimerait l'avoir du côté du championnat turc. Giovanni Rossi, ancien directeur sportif de Sassuolo, va s'engager avec l'Olympique de Marseille pour les 3 prochaines saisons, donc proche de Roberto De Zerbi, le futur coach normalement de Marseille, enfin ce qui se dit là depuis quelques jours. Donc et Pablo Longoria, donc De Rossi est sur le point de devenir le nouveau directeur sportif de l'OM, assurant la liaison entre le staff et la présidence. Donc voilà, un changement de directeur sportif aussi du côté de Marseille. Et d'après Santi GFM, c'est un journaliste de foot mercato bien renseigné quand même, plutôt fiable. Il dit pas mal de bons joueurs veulent rejoindre l'OM, indique voilà, journaliste de foot mercato. On verra. Et c'est vrai que toujours les gars, bon pour l'instant il n'y a encore rien de confirmé. Mais je vois encore beaucoup de rumeurs, les gars, concernant un rachat de Marseille par l'Arabie Saoudite là, qui pourrait intervenir à tout moment. Voilà. Après, pour ça, je ne m'étale pas trop sur ce sujet-là, mais j'entends seulement ces rumeurs-là, que ça pourrait arriver à tout moment. Imaginez, les gars, Marseille se fait racheter par l'Arabie Saoudite, Marseille changerait totalement de dimension. On verra, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel, mais j'entends beaucoup d'infos, et voilà, peut-être c'est pour ça que tout là est en train de se mettre en place. On verra, ce serait quand même une énorme info, surtout aussi pour les droits TV de la Ligue 1, les gars, ce serait énorme bien sûr. Alors Marseille racheté, ça remonterait les droits TV de la Ligue 1 parce que ça ramènerait 2 grands clubs en France, donc le PSG et Marseille qui pourraient peut-être rivaliser bien sûr avec le PSG dans le futur. Et on finit, aujourd'hui on va finir avec Hendrik. Qu'est-ce qu'il nous dit Hendrik, les gars? Allez, c'est sur son compte Twitter, il nous a mis un petit message énigmatique. Je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour ça, le 20 juin, donc après-demain, je serai sur ESPN pour annoncer une nouvelle qui va secouer le monde du sport. Il n'a rien à rajouter de plus, on ne sait pas ce qu'il va dire, on ne sait pas, c'est une énorme info, voilà, après-demain qui va annoncer Hendrik. Donc dès que ça sortira, bien évidemment, je vous dirai c'était quoi cette énorme info qui va se secouer le monde du football. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.